Bonjour et bienvenue dans cette exploration d'une leçon vraiment percutante tirée d'un cours en miracle. On s'attaque aujourd'hui à la leçon 10 et son but, il est simple mais radical. C'est une invitation à tout remettre en question, à commencer par la nature même de nos pensées. C'est un exercice qui, quand on s'y plonge, peut vraiment tout changer. Alors, quelle est cette idée? La voici. Mes pensées ne signifient rien. Oui, c'est une affirmation qui peut choquer un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, c'est sur cette phrase, aussi provocante soit-elle, que tout l'exercice va reposer. C'est la fondation. L'idée, c'est de prendre tout notre monde intérieur et de le regarder sous un angle complètement différent. Et attention, le cours met les choses au clair tout de suite. Cette idée, elle ne fait pas dans le détail. Elle ne trie pas. Elle s'applique à toutes les pensées, absolument toutes celles qui nous traversent l'esprit, sans la moindre exception. Qu'elles nous paraissent bonnes, mauvaises, super importantes ou complètement futiles, tout y passe. Bon, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi tout mettre dans le même sac? Eh bien, la raison que le cours nous donne est assez déroutante. Il nous dit que ces pensées qu'on observe en permanence, ce ne sont pas nos pensées réelles. Il y aurait donc, en quelque sorte, deux niveaux, ce bavardage mental de surface, vous savez, ce bruit de fond constant, et puis, en dessous, une pensée véritable, bien plus profonde. C'est une idée assez folle, mais on va voir qu'elle prend tout son sens petit à petit. Ok, alors il faut bien voir que cette leçon, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Pas du tout. En fait, elle fait partie d'une progression très très logique. Elle s'appuie sur tout ce qui a été vu avant pour, tout doucement, déplacer notre attention, pour changer la direction de notre regard. Et ce déplacement, il est subtil, mais alors il est absolument capital. Dans les leçons d'avant, on parlait de ses pensées, en liant les idées à ce qui se passait à l'extérieur. Mais maintenant on dit mes pensées. Le projecteur n'est plus pointé sur le monde extérieur, non. Il est tourné vers l'intérieur. Et la question devient, ce que je crois être en train de penser, est-ce que c'est vraiment réel? On voit donc bien le cheminement, cette espèce de processus de correction, étape par étape. D'abord, on nous a montré que les pensées étaient insignifiantes, liées à l'extérieur. Ok. Ensuite, on a vu qu'elles appartenaient toujours au passé. D'accord. Et maintenant, c'est le clou du spectacle, si on peut dire, la simple présence de ce type de pensée dans notre esprit, eh bien, ça signifierait qu'on n'est pas en train de penser réellement. C'est énorme comme idée. Alors là, c'est vrai, ça peut paraître un peu décourageant. On pourrait se dire, super, mon esprit est juste un grand chaos vide de sens. Mais non. Le cours nous invite vraiment à retourner complètement cette perspective. Parce que reconnaître ce vide, ce néant, ce n'est pas une fin, c'est en fait une étape cruciale, et même une étape positive. C'est donc là qu'on aboutit, logiquement. L'esprit, tel qu'on en fait l'expérience tous les jours, est en fait présenté comme étant vide. Et attention, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est une simple observation. On a l'impression de voir quelque chose de super important dans ce flot de pensée, alors qu'en réalité, ce qu'on regarde, c'est un espace vide. Et c'est là que tout prend son sens. C'est le point de bascule. Parce que ce vide, cette vacuité, ce n'est pas la destination finale. Pas du tout. C'est la condition sine qua non, la porte d'entrée vers ce que le cours appelle la vision. Pour pouvoir voir vraiment, il faut d'abord accepter de constater le vide là où on était persuadé qu'il y avait quelque chose. C'est comme nettoyer une toile sale avant de pouvoir peindre. Bon, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Eh bien, le cours propose un exercice très précis qu'il appelle un véritable exercice de libération. Allez, voyons les étapes ensemble. La méthode est super simple, vraiment et bien structurée. Première étape, on ferme les yeux et on répète l'idée du jour. Deuxième étape, on ajoute une petite phrase clé pour poser l'intention. Ensuite, on laisse les pensées défiler, sans chercher à les juger ou à les classer, on les laisse juste être là. Et enfin, pour chaque pensée qui apparaît, hop, on lui applique l'idée. Et cette fameuse phrase d'ouverture, la voici, et franchement, elle est puissante. Il s'agit de dire « Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant ». On voit bien que l'intention, ce n'est pas juste de regarder ses pensées passer. Non, c'est une demande active de libération de toutes ces croyances qui bien souvent nous enchaînent sans même qu'on s'en rende compte. Et pour nous aider dans cet exercice, le cours donne une image, une métaphore qui est, je trouve, très parlante. Il nous dit d'imaginer une sorte de défilé un peu bizarre, une procession de pensées totalement disparates qui passent les unes après les autres sans qu'elles aient vraiment de lien pour nous. L'intérêt de cette image, c'est de nous aider à prendre de la distance, à ne plus nous identifier à ce flot incessant. Donc, en pratique, ça donne quoi? Dès qu'une pensée pointe le bout de son nez, on l'attrape au vol et on lui applique l'idée. Par exemple, « Ma pensée à propos de mon travail ne signifie rien ». Ou encore, « Ma pensée à propos de telle personne ne signifie rien ». C'est très direct, très simple et surtout, on fait ça sans se juger.
Bien sûr, pour que ça marche bien, pour que l'exercice porte ses fruits, le cours nous donne quelques conseils pratiques, des recommandations très claires sur le combien de fois et le combien de temps. Alors, pour la fréquence, l'idéal, c'est de faire 5 petites sessions comme ça dans la journée, 5 fois. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que c'est la régularité qui compte, beaucoup plus que la durée de chaque session. Et d'ailleurs, en parlant de durée, chaque session doit être très courte. On parle d'1 minute environ, pas plus. Le cours insiste vraiment là-dessus. Si jamais on sent le moindre inconfort, il faut réduire. On passe à 30 secondes, ou même moins s'il le faut. Le but, ce n'est jamais de forcer. C'est tout le contraire. L'objectif, c'est le relâchement. Allez, un petit résumé pour que tout soit bien clair. On a donc 5 fois par jour, 1 minute maximum à chaque fois. On commence toujours avec notre fameuse phrase de délivrance. Et puis, il y a ce petit bonus qui est peut-être l'aspect le plus utile de tous. On peut utiliser cette idée n'importe quand. C'est comme une sorte d'outil de secours. Une pensée stressante arrive, hop, on dégaine l'idée du jour. C'est un moyen hyper efficace de désamorcer l'anxiété, vraiment à la source. Et on termine avec cette question, une question qui, je crois, résume parfaitement tout l'enjeu de cette leçon. Et si ce vide mental qui peut faire si peur n'était en fait pas un vide, mais plutôt un espace vierge, une toile blanche? Et si reconnaître que nos pensées ne signifiaient rien, ce n'était pas une perte, mais au contraire la condition indispensable, la toute première marche pour commencer à voir la réalité? Voilà, c'est sur cette perspective assez vertigineuse que se termine notre analyse d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour animer cette analyse. Bonjour, et moi je suis ravie de t'accompagner pour décortiquer ce texte fascinant. Ouais, parce que la mission d'aujourd'hui, elle est assez spéciale. On va plonger dans un concept qui heurte de plein fouet notre mode de fonctionnement habituel. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, l'être humain par nature, c'est une machine à penser. On analyse, on anticipe, on rumine le passé, on planifie. L'activité mentale, c'est notre brut fond permanent en fait. Absolument. Et le truc, c'est qu'on a tendance à s'y fier aveuglement pour définir notre réalité. C'est ça. Or, la source qu'on va explorer aujourd'hui propose de remettre tout ça en question. On se penche sur la leçon 10 d'un texte philosophique et spirituel très connu qui s'appelle « Un cours en miracle ». Un texte qui a la réputation d'être assez exigeant. Très exigeant, ouais. Et pour poser tout de suite les bases, toute l'idée de cette leçon, elle tient dans une seule affirmation. C'est d'ailleurs le titre de l'exercice. Vas-y, dis-nous. Mes pensées ne signifient rien. Boum. Voilà. Mes pensées ne signifient rien. C'est le genre de déclaration qui provoque un véritable court-circuit intellectuel quand on est quelqu'un qui suranalyse tout, non? C'est un point de départ particulièrement radical, oui, mais le but de notre exploration aujourd'hui, c'est pas de prendre cette affirmation comme un dogme. Faut pas y adhérer aveuglément. Surtout pas. On va plutôt analyser la mécanique derrière cette idée. Pourquoi une prémisse qui a l'air, à première vue, de rejeter toute notre intelligence est présentée comme la clé d'une immense liberté? On nous invite à observer la pensée non pas comme une vérité absolue, mais vraiment comme un objet d'étude, avec une distance presque clinique. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Pour bien comprendre la mécanique, il y a un détail, une nuance linguistique au tout début du texte sur laquelle il faut s'arrêter. Oui, le changement de vocabulaire. Exactement. L'idée de l'insignifiance, elle a déjà été abordée dans les leçons précédentes, mais la forme change. Avant, on parlait de ses pensées, En pointant vers l'extérieur. c'est ça. On projetait sur les objets physiques les situations autour de nous. Et là, d'un coup, on bascule sur un pronom possessif. Mes pensées. On coupe tout lien avec le monde extérieur pour se concentrer uniquement sur l'intérieur, sur l'identification personnelle. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est que ce glissement, il est loin d'être un détail. C'est stratégique. Totalement. En passant de l'extérieur vers l'intérieur, de c'est à mais, l'attention est dirigée vers ce que l'ego considère comme sa propriété la plus intime, sa propre production mentale. Aïe, ça pique un peu. Un peu, oui. L'argument central repose sur ce que le texte appelle le manque de réalité de ce qu'on croit penser. C'est une distinction philosophique majeure, en fait. C'est-à-dire, Eh bien, l'hypothèse, c'est que le flux d'idées ordinaires, les boucles narratives qu'on entête toute la journée, ce ne sont tout simplement pas de réelles pensées. donc il y aura une scission entre notre brut fond quotidien et la véritable réflexion. C'est le postulat. Attends, il y a une vraie friction conceptuelle là. Si nos pensées quotidiennes manquent totalement de réalité, comment on est censé fonctionner concrètement? C'est la question que tout le monde se pose.
Bah oui, comment je prends des décisions logiques, comment je paye mes factures ou comment j'ai une conversation si l'intégralité de mes idées vaut rien. Ça ressemble vite à un nihilisme total qui paralyserait tout. C'est l'objection naturelle que n'importe quel esprit analytique va formuler. Mais il faut comprendre comment cette méthode définit le mot « penser ». D'accord. L'idée, c'est pas de dire que ta capacité de calculer un budget ou de faire un choix pragmatique est inutile. Ce qui est ciblé, c'est l'attachement émotionnel. Ah, les jugements de valeur. Et d'ailleurs, le texte anticipe cette résistance. Il dit quoi, lui? Il affirme ouvertement qu'on n'a pour l'instant encore aucune base pour comparer. Ah ouais, c'est vrai que c'est audacieux. C'est un peu la liborie de la caverne de Platon, en fait. C'est exactement ça. On vit dans une illusion depuis si longtemps qu'on ne connaît que ça. Donc on n'a aucun point de référence pour capter à quel point c'est faux. Et la promesse du texte, c'est que lorsque cette fameuse base de comparaison existera enfin, Quand on sortira de la caverne, voilà, il n'y aura plus la moindre trace de doute. L'évidence que toutes ces anciennes pensées ne signifiaient rien s'imposera d'elle-même. c'est fascinant. Si on regarde l'évolution de la méthode, on comprend que c'est un processus de correction très progressif. Un entraînement. Oui, ça a commencé par déconnecter le sens qu'on donne aux objets extérieurs. Ensuite, ça a souligné que nos pensées réagissent toujours à un état passé, à des souvenirs. Jamais au présent. Jamais. Et l'aboutissement de cette logique, c'est la conclusion d'aujourd'hui. La simple présence de ce qu'on appelle couramment des pensées signifie qu'on ne pense pas réellement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on arrive à l'affirmation la plus percutante du texte. Celle qui arrête net. Oui, Après avoir dit que nos pensées sont pas réelles, la méthode va encore plus loin et déclare « ton esprit est réellement vide ». c'est le coup de grâce. L'anxiété, le stress, la charge mentale, je peux te garantir que l'esprit ressemble à tout sauf à un espace vide. C'est le chaos. C'est la gare du Nord un vendredi soir, ouais. Et pourtant, si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ce contraste est saisissant, mais le concept de vide intellectuel est crucial. Le texte stipule que reconnaître que l'esprit est vide, c'est reconnaître le néant lorsque tu penses le voir. Alors le mot « néant », ça fait un peu peur. Souvent, c'est associé au vide angoissant, à la perte de sens. En général, oui. Mais ici, sa fonction est inversée. Loin d'être pessimiste, ce néant est décrit dans la source de manière très pragmatique, comme le préalable à la vision. Donc si je comprends bien, le vide, c'est pas une absence tragique ou une perte d'intelligence, Pas du tout. c'est plutôt comme un tableau blanc qu'on viendrait d'effacer. C'est une excellente métaphore. Imagine un tableau blanc saturé de couches de marqueurs, des mots écrits par-dessus d'autres mots. Plus rien n'est lisible. C'est mon cerveau, ça. C'est l'état de l'esprit ordinaire pour tout le monde, selon ce postulat. Pour pouvoir écrire quelque chose de clair, pour atteindre cette fameuse vision, il faut d'abord accepter de tout effacer. Donc tant qu'on s'accroche à l'idée que les gribouilles ont un sens vital, on peut pas nettoyer. C'est ça. Reconnaître le néant, c'est simplement accepter d'effacer le tableau. Bon, le concept théorique est posé et franchement, ça demande un sérieux lâcher-prise. Mais la force de cette approche, c'est que ça reste pas dans l'abstraction. Il y a une vraie pratique. Ouais, une mécanique très concrète, un vrai exercice de déblayage mental. Alors, les instructions commencent par une mise en condition classique, faut fermer les yeux. Ensuite, on se répète lentement l'idée de base. Mes pensées ne signifient rien. Mais le moteur de l'exercice arrive juste après, avec une phrase de délivrance à ajouter. La fameuse phrase. La formule exacte, c'est « Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant ». Cette phrase est d'une puissance psychologique dingue. Remarque bien qu'il n'est pas dit de se délivrer de certaines pensées négatives. Ni des choses qui nous font souffrir. Non. Il est dit de tout ce que je crois maintenant. C'est une invitation à ne rien protéger, ne retenir aucun concept, même s'il nous paraît positif ou réconfortant. C'est un effacement complet, un processus de désidentification massif. Et pour aider à visualiser ça, l'exercice utilise une analogie que je trouve géniale. Ah oui, la procession bizarrement disparate. J'adore cette image. Elle est très visuelle, oui. On participe pas, on observe. Et le terme disparate est hyper important, car il correspond exactement à la réalité chaotique de notre flux de conscience. C'est clair. Et surtout, il y a une règle stricte pendant cette introspection. L'absence de jugement. Voilà. Faut chercher dans l'esprit toutes les pensées accessibles, mais sans sélection ni jugement. Et éviter toute espèce de classification. Ce qui est extrêmement difficile. Prenons un exemple concret. Tu fais l'exercice pendant 1 minute. Ton esprit produit une pensée angoissante sur une facture en retard. Ça m'arrive, ouais. La seconde d'après, c'est le souvenir fugace d'un vélo bleu de ton enfance. Et juste après, tu te demandes ce qu'il y aura à dîner ce soir. La parade qui pique. Exactement.
Normalement, ton ego réagit différemment à ces 3 choses. La facture te crispe, le vélo bleu te rend nostalgique, le dîner te donne faim. Il y a une vraie hiérarchie. L'alarme interne hurle que la facture est importante, qu'elle est vraie, contrairement au vélo bleu. L'être humain est programmé pour trier ça. Mais le défi de l'exercice, c'est justement d'annuler cette hiérarchie. Et pour y arriver, on te donne une formule d'application très stricte. Comment on fait pour chaque pensée alors? Au passage de chaque idée, tu dois dire mentalement, avec le même ton neutre, ma pensée au sujet de la facture ne signifie rien, Ok. puis ma pensée au sujet de ce vélo bleu ne signifie rien. C'est un nivellement absolu. On donne à chaque char de la parade une valeur exacte de 0. C'est ça. En appliquant la même étiquette d'insignificance à toutes les pensées sans exception, tu t'entraînes activement à percevoir l'esprit comme un espace neutre. Tu coupes le lien entre la pensée et la réaction émotionnelle. C'est fascinant pour calmer l'hyperactivité cérébrale. Mais le truc, c'est que la vie quotidienne, c'est pas juste des sessions formelles, assis sagement les yeux fermés. Non, malheureusement. Les pensées stressantes, elles préviennent pas. Elles te frappent sans crier gare, dans le métro, en pleine réunion. Et ça soulève une question importante sur l'applicabilité. C'est pour ça que la méthode intègre une dimension très pragmatique, un outil d'urgence. Ah, on peut l'utiliser à la volée? Le texte mentionne explicitement que cette idée peut servir pour toute pensée qui bouleverse à n'importe quel moment. Donc, j'ai une bouffée d'angoisse un mardi après-midi à cause d'un mail. T'as pas besoin de t'asseoir et de fermer les yeux, tu appliques la formule directement à cette pensée spécifique pour casser le cycle de panique. On lui retire sa signification sur le coup. Voilà, c'est une façon de reprendre le contrôle, non pas en luttant, mais en désamorçant. C'est une soupape de sécurité ultra utile pour le quotidien, ça. Oui. Par contre, si on revient aux exercices formels, aux sessions d'introspection dédiées, le cadre imposé par le texte est incroyablement strict. Les limites de temps sont très spécifiques, oui. C'est fou, faut pas faire plus de 5 périodes d'exercice par jour, et surtout, chaque examen d'esprit ne doit pas durer plus d'1 minute environ. 1 minute. C'est très court. Pour une pratique d'une telle profondeur philosophique, ça semble hyper bref. Mon ego intellectuel pourrait facilement se dire « Allez, je vais méditer là-dessus pendant 1 heure pour bien nettoyer mon esprit. » Vouloir forcer le processus serait une grave erreur. Les instructions sont formelles là-dessus. Cette contrainte d'1 minute maximum, c'est pas arbitraire. C'est pourquoi alors? Ça répond à une vraie nécessité de sécurité émotionnelle. Demander à l'intellect de regarder l'intégralité de son propre contenu s'effondrer, de retirer toute valeur à tout ce qu'il croit vrai, c'est vertigineux. Oui, il y a un risque réel de créer une angoisse existentielle. Se retrouver face au vide, ça peut être terrifiant si on s'est toujours défini par ses opinions. Exactement. D'où la soupape de sécurité inhérente aux instructions. Il est formellement déconseillé de prolonger la période. Faut pas jouer au héros, quoi. Non. Et le texte recommande même de réduire l'exercice à une demi-minute, voire moins, si on éprouve un malaise. C'est une approche profondément bienveillante. L'objectif n'est pas de provoquer un choc traumatique, en fait. Pas du tout. C'est d'introduire doucement, par petites touches homéopathiques d'1 minute max, une nouvelle perspective. C'est pour ça qu'on doit répéter l'idée très lentement. La lenteur et la brièveté garantissent une déconstruction en douceur. C'est un équilibre délicat entre une idée très radicale et une application d'une grande douceur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on prend un peu de recul pour rassembler les pièces du puzzle, la trajectoire de cette session est assez impressionnante. C'est un voyage conceptuel, oui. Ça commence par une remise en question totale. Accepter, même temporairement, que nos pensées actuelles sont illusoires. Ensuite, on observe ce flux mental comme une procession étrange, sans la juger. Et on utilise cette pratique concrète pour se libérer progressivement de nos croyances limitantes. C'est vraiment un outil de déconstruction systématique. Un grand nettoyage. Oui, et il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle croyance par-dessus les anciennes. Le travail consiste exclusivement à créer un espace vide pour développer cette véritable vision dont on parlait. L'ardoise nettoyée. Exactement. Cet espace vidé est la condition sine qua non pour percevoir les choses clairement. Un sacré programme. Et ça m'amène, pour clore cette exploration, à une dernière réflexion. Une pensée un peu provocatrice pour prolonger la réflexion de chacun. Je t'écoute. C'est construit uniquement sur les éléments de la source. Si on accepte que nos pensées actuelles ne signifient rien, que notre esprit est en réalité vide, et que l'objectif c'est de se délivrer de tout ce que l'on croit maintenant. Oui,
Que restera-t-il de notre identité profonde une fois que cette procession bizarrement disparate de pensée aura complètement disparu de notre esprit vide? Si on n'est plus nos pensées, nos souvenirs, nos préférences. Voilà. Qui est cet observateur silencieux qui reste? C'est une perspective vaste et peut-être un peu vertigineuse à garder en toile de fond. Une très belle question pour terminer. Merci beaucoup pour ton éclairage aujourd'hui. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse approfondie. À bientôt. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.